en direct d'Hong Kong. Ibrahim Malouf, trompettiste virtuose et compositeur innovant, est en tournée à travers l'Asie avec des escales au Japon, en Thaïlande, en Inde et le 1er décembre à Hong Kong dans le cadre de Clock&Flap. Fort de 17 albums et de 2 nominations aux Grammy Awards, il présente son projet musical ambition Trumpets of Michelange. Thomas, T-O-M-A. Ce projet incarne une aventure musicale unique, alliant folklore et modernité et témoigne de l'engagement d'Ibrahim Malouf à créer une musique exigeante mais accessible. Thomas ne se limite pas à un simple album, c'est également le nom d'une marque de trompette qu'Ibrahim a créée utilisant l'instrument unique inventé par son père. Initié à la trompette dès son enfance dans une famille de musiciens, il a rapidement maîtrisé des répertoires techniques variés, s'illustrant tant dans le classique que dans le jazz et l'électro. Son parcours exceptionnel est marqué par de nombreuses récompenses. Il est avec nous pour en parler. Ibrahim Malouf, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de ce dernier projet, Trumpets of Michelange? Thomas, qu'est-ce qui vous a inspiré, y compris le titre? L'album en général, c'est une sorte d'hommage à la notion de transmission entre les générations. Sur la pochette d'ailleurs, on voit la tête de mon grand-père dans sa fanfare. C'est une photo qui a un siècle, qui date de 1924. Et dans l'album, on entend également mon père et mon fils sur un titre, etc. Donc c'est vraiment une sorte d'hommage à cette idée que quelque part notre raison d'être, c'est vraiment la transmission des valeurs et une forme de continuité. C'est ce qui nous rend immortels. La continuité, l'immortalité, c'est l'art aussi. Nous, on s'en va, mais les mélodies restent. Il y a des mélodies qui ont des siècles, voire pour certains des millénaires, et ils sont toujours là. Pourquoi Michel-Ange? Parce que l'histoire de mon père est une histoire assez fascinante. Mon père a quitté le Liban quand il avait 23 ans. Il venait à peine depuis 1 ou 2 ans de découvrir une trompette dans le village d'où il venait. Mon père n'a pas eu la chance d'aller à l'école, donc il écrivait, il lisait très très mal l'arabe, parlait pour le coup vraiment pas du tout français. Et il découvre cette trompette. Après plusieurs rencontres, il finit par décider d'aller en France pour étudier avec Maurice André, qui était le plus grand soliste de l'époque. Donc imaginez mon père qui se retrouve, qui parle pas un mot de français, qui sait à peine jouer de la trompette. Il se retrouve en France et à Paris et avec l'ambition d'être dans la classe du plus grand trompettiste du monde. Ce qui est fou, c'est que 7 ans plus tard, il est effectivement diplômé du Conservatoire de Paris dans la classe de Maurice André. Et ces 7 ans, pas tous, mais pratiquement ces 7 ans, il les a vécus dans un refuge. Enfin, il a trouvé en tout cas un refuge dans une petite église à Paris qui s'appelle Saint-Julien-le-Pauvre et qui est à quelques dizaines de mètres à peine de Notre-Dame de Paris, donc en plein centre de Paris. Et c'est dans cette église qu'il a travaillé sa trompette, qu'il a appris à parler français, qu'il a été sacristain, qu'il a gagné un peu de sous pour pouvoir survivre en tout cas. Et c'est surtout dans cette église qu'il a dessiné les premiers croquis de son invention, la trompette à quart de ton qui permet de jouer les maqams arabes. Et quand j'étais petit et que mon père me racontait un peu ce parcours et cette vie dans cette église que je fréquentais déjà beaucoup quand j'étais petit, parce que mon père nous y amenait régulièrement. Puis c'est l'église dans laquelle je me suis marié finalement. Quand il me parlait de cette église, j'imaginais mon père un peu dans ce génie en train de créer son œuvre la plus importante, son chef-d'œuvre le plus important, qui est cette trompette, en train de la dessiner un peu comme Michel-Ange dessinait sa fameuse fresque dans la chapelle Sistine. Je me suis dit que c'était la meilleure manière de rendre hommage à mon père, de donner un nom à cette trompette qui n'en avait vraiment pas. Et voilà, c'est parti comme ça. Comment est-ce que vous pourriez décrire l'évolution de votre style musical au fil des années? Pour être précis par rapport à votre introduction, c'est mon 19e album. Ah! Je cherche pas à être à la mode du tout. Parce que par définition, la mode, ça se démode. Et j'ai pas envie d'être démodé. J'ai envie de suivre, par contre, l'époque dans laquelle on est, mais sans être à la mode. C'est-à-dire, j'essaye de prendre le pouls de ce que moi je traverse en tant qu'humain, des problématiques de notre époque, de mon histoire aussi, évidemment, surtout dans les premiers albums, et d'essayer de créer une musique qui ressemble en fait à mon époque, qui ressemble à l'époque dans laquelle je vis. Parfois, je corresponds vraiment à l'époque, parfois un tout petit peu moins, mais enfin, en tout cas, c'est mon témoignage. Et j'évolue comme ça, de manière assez spontanée. Donc, évidemment, je fais jamais 2 fois le même album, du coup, parce que l'époque change. Surtout de nos jours, je trouve que tout va très, 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 très vite. En fonction de ce que j'ai envie de raconter, j'essaie de réunir les équipes, j'essaie de réunir les sons, les envies. Donc, ça va parfois d'albums où je rendais hommage à Miles Davis, par exemple, en 2011, avec un album qui s'appelle Wind, où j'étais vraiment en quintette, vraiment jazz, dans le type typique de Miles, à des albums comme le précédent, l'avant-dernier album que j'ai sorti il y a 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle Capacity to Love, qui est en fait un album de musique urbaine. Donc ça, il y a du rap, il y a de la pop, il y a de la chanson, etc. Plein de couleurs à chaque fois différentes que j'essaye de développer en fonction de moi, de ce que je vis, de ce que je traverse. Quelle influence musicale a pu façonner en fait votre parcours dans la mesure où on est face à des genres musicaux totalement différents? Comment
Comment est-ce que vous choisissez de les intégrer dans vos compositions? J'ai eu cette chance d'avoir été éduqué très jeune dans la musique classique occidentale et dans la musique classique arabe. Ce qui fait que j'ai fait finalement le chemin inverse de l'immense majorité des gens qui partent des musiques enfantines. Ensuite, ils écoutent la pop et les musiques à la mode. Et puis, en grandissant, ils réécoutent les choses un peu plus nostalgiques. Et puis, les 20, 30, 40 dernières années de leur vie, d'un seul coup, ils découvrent la beauté de la musique classique, ils découvrent les musiques plus traditionnelles, etc. Et d'un seul coup, il y a une sorte de sagesse. Alors moi, c'est un peu le contraire qui m'est arrivé, c'est que j'ai baigné dans la musique classique, j'ai écouté et joué de la musique baroque toute mon enfance. J'ai été biberonné à Jean-Sébastien Bach, à Vivaldi, à Albinoni, à Saint-Saëns, à Ravel. Ça a été mon éducation. À 18 ans, j'ai écrit ma première symphonie que j'ai enregistrée l'année dernière pour la première fois parce que je l'avais jamais jouée. Et en parallèle, j'ai appris l'art des maqams arabes, donc de toute la tradition de la musique arabe, qui est une musique très très complexe. Donc c'est dans ça que j'ai baigné, ça a été mes langues maternelles. À partir de là, tout le reste, c'est cadeau. Le jour où j'ai découvert la première fois le jazz, j'ai senti une porte de liberté incroyable. La première fois que j'ai découvert les arrangements de Quincy Jones sur les albums de Michael Jackson, il y a un truc qui a fait tilt, une sorte de lumière dans ma tête. Et quand j'ai découvert toutes les autres musiques du monde, la pop, les musiques électroniques, le rap, quand j'ai découvert les musiques d'Afrique, d'Inde, d'Amérique du Sud, etc. Tout d'un seul coup, c'est devenu un espace de jeu créatif incroyable parce que j'avais déjà, si vous voulez, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête, la science de la musique. Je l'avais jusqu'au bout des doigts. Quand j'ai présenté le concours d'entrée au Conservatoire de Paris à 17 ans, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'étais une sorte de petit singe savant de la trompette. Maurice André m'avait écouté jouer quand j'avais 14 ans. Il avait dit à mon père, bon, lui, c'est clair, il va devenir soliste international classique. Il y avait un peu cette idée-là que, ça y est, j'avais déjà tout acquis très jeune. Or, en fait, moi, j'ai un peu la curiosité de vouloir découvrir d'autres choses. J'aime composer, etc. Donc, très vite, quand j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres choses, je me suis pas éloigné, mais je me suis lancé dans ce chemin créatif qui est finalement encore plus riche quoi que ce que j'aurais imaginé. Comment est-ce que vous formez cette nouvelle génération de trompettistes? Il y a des techniques, il y a des philosophies que vous enseignez? Oui, il y a des philosophies que j'enseigne. Je pense que même la musique en soi est une forme de philosophie. J'ai même écrit un livre il y a quelques années, il y a 3 ans, qui s'appelle La petite philosophie de l'improvisation et où je raconte comment finalement chez moi tout est régi par le principe de l'improvisation. Toute ma manière de construire ma vie, ma manière de développer ma propre culture, ma propre identité, ma manière d'enseigner, ma manière de vivre, ma manière de voyager, de faire des choix, de composer évidemment, etc. Tout est basé sur l'improvisation. Pour moi, c'est la plus belle philosophie qu'on puisse enseigner, ce principe de l'improvisation, parce que c'est finalement faire face au monde dans lequel on est, faire face aux imprévus. Il y a une forme de sincérité quand même aussi. Je pense que l'improvisation nous oblige à la sincérité, nous oblige à chercher les mots, nous oblige à contourner les problématiques lorsqu'elles sont face à nous, mais les contourner pour leur trouver des réponses et non pas pour les éviter. La philosophie, en tout cas, que nous apprend l'improvisation, c'est que dans le lapsus, finalement, se trouvent toutes les réponses à nos questions. Un peu comme le disait Lacan, on dit toujours la vérité quand on est sincère. Elle est là. Et c'est comme ça que je compose. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes albums, je laisse toujours les erreurs, on les entend. Je laisse parfois même dans ma manière de composer, il y a des moments où il se passe pas du tout ce que j'avais prévu de faire et souvent c'est 1000 fois mieux que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et cette philosophie-là, j'essaie vraiment de la transmettre à mes élèves, mais aussi à mes enfants, mes 3 enfants, aux gens que j'aime, avec qui je vis et je me permets d'improviser dans la musique avec autant de liberté aussi parce que j'ai été éduqué avec une énorme culture derrière, avec un bagage culturel. Donc l'improvisation, je pense que c'est la clé de l'expression, mais qui ne doit pas faire abstraction et faire fi de l'importance de se cultiver et de lire. Comment est-ce que vous gérez la pression de la scène et les attentes du public? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman musicienne, donc j'ai grandi en faisant des concerts. Mon père faisait beaucoup de concerts quand j'étais jeune et il m'a pris très très vite sous son aile. J'avais 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans. Je commençais déjà à faire des tournées avec lui. Donc, si vous voulez, la scène, je l'appréhende, mais avec beaucoup de sérénité parce que je l'aime, parce que je me suis rendu compte que c'était un endroit où je pouvais être vraiment moi-même. J'ai appris à être vraiment moi-même. Je suis presque plus moi-même d'ailleurs sur scène que parfois dans des moments de vie qui peuvent paraître très sincères, etc. Alors il y a toujours le trac, je vous rassure, il y a toujours la petite boule au ventre, et surtout quand on va dans des endroits qu'on connaît pas, là, à Hong Kong par exemple,
voilà, je connais pas le public hongkongais, les publics chinois ne me connaissent pas très très bien non plus. Donc évidemment, il y a une grosse boule au ventre en espérant que ça va plaire. Vous voyagez beaucoup, vous êtes en tournée dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Est-ce qu'il y a un petit déclic à chaque fois sur ces tournées dans le monde quand vous partez, et notamment ce que vous faites actuellement en Asie, là? Ce qui m'enthousiasme, je pense que ça a toujours été la même chose depuis toujours, au-delà même de la musique. C'est le contact avec les êtres humains. J'aime l'idée que ce monde est fait de gens très très différents. Heureusement que c'est le cas, sinon on s'ennuierait. Et que l'intérêt quelque part dans la transmission dont je parlais tout à l'heure, c'est d'enrichir un peu tout ce qu'on nous a donné, d'enrichir notre héritage. Et comment l'enrichir? Mais l'enrichir à travers des cultures, à travers des nouveautés. Voilà, pour moi, c'est cette connexion avec le public, avec les gens différents, qui m'a toujours passionné. Et même depuis que je suis tout petit, cette envie de communiquer et de comprendre l'autre, d'être compris. Voilà. Quels sont vos projets futurs après cette tournée? Ouais, moi, je tourne beaucoup. Je tourne entre 100 et 200 concerts à l'année. Donc, je travaille vraiment beaucoup sur scène, évidemment. Après, il y a toujours des projets discographiques. Donc là, on est en train d'en préparer plusieurs. C'est pas un secret. J'ai un gros projet de musique électronique qui va bientôt voir le jour. Donc voilà, par exemple. Mais il y a d'autres choses aussi. Je vous ai parlé de la symphonie que j'ai composée quand j'avais 18 ans, qu'on vient d'enregistrer avec l'orchestre de Nice. Il y a un film de Claude Lelouch qui vient de sortir il y a quelques jours pour lequel j'ai fait la musique. C'est son 51e film. Donc je suis tout le temps en train de créer, en train de me connecter au monde et aux autres. Ben, merci beaucoup. On rappellera bien évidemment toutes les informations sur Clock and Flap. Merci beaucoup, Ibrahim, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir. Merci à vous.